Shenzhen, une des 9 villes du delta des Perles au sud de la Chine. La plus grande concentration industrielle du monde. 30 millions d'ouvriers, pour la plupart venus de la campagne, âge moyen 26 ans. Ils produisent à peu près tout ce que nous consommons, pour presque rien et sans discuter leurs conditions de travail. Ils le payent très cher. D'après l'Organisation internationale du travail, la Chine est le pays le plus dangereux du monde pour les accidents et les maladies professionnelles. 300 000 morts par an, presque 1000 par jour. Course permanente au profit d'un côté, et de l'autre, fuite éperdue devant la mort qui rôde dans les usines. Pour les travailleurs chinois, malgré leur multitude, dans la solitude. L'État ne les protège pas ou si peu, et ils n'ont pas le droit de se syndiquer pour se défendre. Parfois, une tête se relève. Un militant surgit de nulle part comme Zhang. Depuis son propre accident du travail, il a décidé de se consacrer à la défense des autres. Je vais voir une jeune femme, elle s'appelle Zhao Jinping, elle a une maladie professionnelle. C'est un empoisonnement chronique au benzène qui a entraîné chez elle une paralysie des jambes. Elle travaillait dans une usine qui fabrique des meubles et elle a été exposée aux peintures et aux solvants. L'usine, la voilà. 3000 employés, un beau showroom sûrement, mais des ateliers interdits de visite. On est où là? Ah oui, c'est par là, tourne à gauche. Bonjour, c'est encore loin? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture, monte dans la voiture. Non, c'est pas la peine, on est arrivé, c'est juste la première rue à droite. Juste là-bas. Rendez-vous dans la rue avec Peng, le mari. Il a peur de témoigner, alors il a préféré organiser un rendez-vous discret chez un ami. Comme 100 millions d'ouvriers chinois, Zhao a été exposé aux produits toxiques pendant plusieurs années. Je ne savais rien des dangers. C'était mon premier boulot en arrivant de ma campagne. Ils m'ont affecté tout de suite à l'atelier des peintures, alors au début j'ai eu du mal à m'habituer à cette odeur. Mais tout doucement je m'y suis faite. Au bout de quelques années, mon mari s'est dit quand même c'était peut-être toxique ces peintures. Mais moi j'y croyais pas, parce que je n'avais aucun problème. Cette odeur ne me gênait même plus. J'avais l'esprit tranquille. Je ne mettais pas toujours les gants, juste un petit masque en coton. Mais j'aimais bien ce travail, c'était pas trop fatigant. C'est sûr, parce que tous ces produits sont volatiles. Et forcément, ça peut contaminer par les yeux, par les pores de la peau, et bien sûr par la respiration. Et puis un jour, tout bascule. Hôpital, pendant 3 ans. Son empoisonnement est reconnu comme maladie professionnelle. En droit chinois, son usine est donc obligée de payer tous ses frais médicaux. Mais depuis sa sortie de l'hôpital, c'est silence radio du côté de la direction. Elle a pu conserver son petit logement, mais son traitement lui coûte 20 € par jour, une fortune ici, et son mari a dû arrêter de travailler pour s'occuper d'elle. Maintenant, l'usine ne veut plus entendre parler de nous. Ils s'en fichent. Je suis tombée malade à cause d'eux et je le suis encore, mais je dois tout payer moi-même. Hier soir, ils sont venus et ils nous ont dit qu'on devait partir et quitter le logement de l'usine. Ils ne réclament que leur dû, mais la réponse, c'est qu'on les chasse. Zhang connaît par cœur ce genre de situation. Selon la loi sur les maladies professionnelles, l'entreprise doit payer des dommages et intérêts très importants. Alors la plupart essaient de se dérober, de fuir leurs responsabilités. Parce que pour les maladies, les services sociaux ne mettent pas un sou. L'intégralité de l'argent doit être versée par les usines et elles ne veulent pas payer. Maintenant, tous les deux, on n'a plus de salaire. On n'a plus aucun revenu. Comment survivre comme ça, hein? C'est très dur. Alors on va attaquer en justice. On espère obtenir quelque chose. Leur procès aura lieu dans 6 mois. Ils le gagneront peut-être,
s'ils peuvent tenir le coup jusque-là, sans revenus et sans logement. Zhao, malgré tout, a eu la chance d'être traité ici, dans cet hôpital de pointe, spécialisé dans les maladies professionnelles. Son directeur a accepté un entretien, mais seulement au laboratoire. Le service d'hospitalisation est en travaux, dit-il. Le docteur Huang est connu dans toute la province. Il passe pour la terreur des patrons peu scrupuleux car il n'hésite pas à mener l'enquête lui-même dans les usines. Mais il est aussi coincé dans la langue de bois officielle du « tout va bien ». Il faut admettre qu'au début de son développement, notre pays manquait d'expérience. Le droit du travail n'était pas parfait. Il y a eu des manques au niveau des conditions de sécurité dans les usines parce que les dangers des produits toxiques sur la santé humaine n'étaient pas connus. Cancer, silicose, asbestose, destruction du système nerveux, ces maladies ne se déclarent souvent que des années plus tard. La plupart des victimes sont déjà retournées dans leur village. Elles ne rentrent donc pas dans les statistiques du bon docteur. Je crois vraiment que la situation dans notre région du Guangdong est à peu près semblable à celle de tous les pays en voie de développement. Ces dernières années, nous remarquons que le taux d'incidence des maladies professionnelles n'est plus très élevé. Nous diagnostiquons entre 200 et 300 nouveaux cas par an. À l'échelle de la Chine tout entière, il y a pourtant officiellement 10 000 cas de maladies professionnelles avoués par an. La province du Guangdong, la plus industrieuse de Chine, en fournit sûrement bien plus que les quelques centaines avouées par le docteur Huang. Obligé de mentir pour le prestige de la province. Heureusement, d'autres parlent vrai. Liu Kaiming, par exemple, il est chercheur en sciences sociales, mais il ne dépend pas du gouvernement, son ONG est financée par des fondations étrangères. Depuis 20 ans qu'il sillonne les usines, il connaît tout et ne cache rien. Les conditions de travail actuelles sont encore catastrophiques, surtout dans les très nombreuses petites et moyennes usines, majoritaires ici. Les ouvriers ne savent pas comment se protéger eux-mêmes et ils n'ont pas conscience des dangers des produits chimiques ou des risques d'accident. Les usines n'y attachent pas d'importance et les contrôles sont inefficaces. Pour changer ça, il faudrait que les ouvriers s'unissent et s'organisent. Qu'il y ait aussi plus de soutien de la part de la société pour les aider. Pour qu'ils aient aussi des possibilités d'éducation, pour qu'ils sachent comment défendre leurs droits. Mais le système politique de la Chine leur interdit de s'organiser. C'est là le plus gros problème. Il y a pourtant un droit du travail en Chine. 900 articles récemment rafraîchis. Mais par le pouvoir central, à l'échelon local, trop souvent, ces textes ne sont même pas pris en compte. Les conséquences sont effarantes. Le grand séisme du Sichuan et ses 80 000 morts a ému le monde entier. Mais les accidents du travail, personne ne s'en soucie. Le tremblement de terre a trouvé un public, mais pas les accidents du travail. Alors que le bilan est bien pire et que ça se reproduit tous les ans. Impossible du coup de garder un silence absolu sur ce désastre humain. De temps en temps, la télévision d'État parle d'accidents du travail, comme dans cette émission très populaire, En première ligne. Mais merveille de la propagande, elle ne fait que rendre hommage aux héros. Au sommaire, selon le présentateur, l'histoire banale d'un accident de chantier. Une entreprise qui se dérobe, pas de recours pour l'épouse en détresse. Enquête, témoignage, reconstitution, tout y est. Le héros du jour, c'est l'avocat Huang, qui va se battre gratuitement pour le couple, corps et âme, jusqu'à la victoire. Voilà leur histoire selon le magazine En première ligne, une histoire pour une fois autorisée de publication. Mars 2005, Zhang Xianfa débarque de sa province pauvre du Henan pour travailler sur un chantier à Pékin, sans contrat et pour 5 € par jour. 2 jours plus tard, il fait une chute
coma immédiat. L'hôpital ne diagnostique pas son hématome au cerveau, les dégâts sont irréversibles, Xianfa deviendra hémiplégique. Pour payer l'hôpital, sa femme doit vendre leur maison. L'entreprise, de son côté, affirme ne pas connaître l'accidenté. Percluse de dettes, son épouse tente d'obtenir justice avec l'énergie du désespoir, mais personne ne l'écoute. Mais au terme de 3 ans de calvaire, elle rencontre enfin Huang, l'avocat au grand cœur, qui réunit les preuves et gagne le procès en septembre 2008. La Cour condamne l'accusé, l'entreprise de construction numéro 1 du Jiangsu, a versé dans un délai de 7 jours des indemnités à la famille de l'ouvrier Zhang Xianfa pour un montant de 80 000 €. Séquence émotion pour la télévision chinoise, tout est donc bien qui finit bien. On peut classer le dossier accident du travail, puisque l'État, sa justice, souverain et magnanime, ont donné raison au petit ouvrier. Mais le reportage ne dit pas la suite. Ni la misère et l'infinie solitude du couple après le verdict. Ni le dénuement médical chinois qui a obligé l'épouse à se débrouiller toute seule ou presque pour tenter de rééduquer un peu son mari. On a dû sortir tout l'argent nous-mêmes pour l'hospitaliser. Il est resté 2 mois dans le coma sans se réveiller. Au bout de 3 mois, il a fallu qu'on parte. On n'avait pas le choix, on n'avait plus un sou. À l'hôpital, si t'as pas d'argent, on te chasse. Et le chantier, il ne nous connaissait plus. Il n'avait même pas appelé une ambulance. Et la télé, enfin, ne dit pas non plus que les Zhang n'ont pas touché toutes leurs indemnités. Le promoteur en a bien versé 2/3, mais l'entreprise sous-traitante qui employait Zhang a disparu au lendemain du procès. Elle leur doit toujours 25 000 € qui seraient bien utiles pour payer les traitements. Toutes ces années à se battre, ça m'a trop épuisée. Alors maintenant, je n'ai plus envie de rien. Mais il faut que je la retrouve, cette petite entreprise. Il faut aller jusqu'au bout. Je voudrais tellement que ça soit fini, qu'il verse l'argent. Il n'y a que comme ça que je me sentirai bien. Maintenant, je ne trouve pas le repos. Les Zhang sont une exception. Leur chance, c'est d'avoir rencontré un avocat, Huang, qui ne leur a pas demandé d'argent. Il fait partie d'une nouvelle génération de juristes engagés. On les appelle les avocats aux pieds nus. Ils sont de tous les combats, les expropriations, le sida, et maintenant les ouvriers et leurs conditions de travail. Ces avocats parfois prennent de très gros risques. Ils se font souvent rosser par des hommes de main, voire par la police, et une partie d'entre eux est en prison. Huang, pourtant, affiche un certain optimisme. Le taux d'incidence des accidents du travail est en baisse. Et parallèlement, le nombre de conflits et de procès concernant ces accidents est en constante augmentation. Cela prouve que les travailleurs sont de mieux en mieux informés sur les lois du travail et qu'ils commencent à être conscients de leurs droits. C'est vrai, les choses changent en Chine. Après 30 années de développement à marche forcée, les ouvriers sont de moins en moins dociles. Tous les jours, avant que la censure ne fasse le ménage, Internet montre des grèves, des émeutes, des manifestations. Mais du côté des employeurs et du pouvoir, rien ne bouge. La police intervient,
Plus ou moins brutalement, Pékin limoge quelques responsables locaux et demande au patron de lâcher un peu de lest, et puis tout rentre dans l'ordre. Retour à l'usine. Huizhou, près de Shenzhen. Un minuscule appartement transformé en local syndical clandestin. Ces ouvriers employés dans le secteur de la bijouterie sont tous malades, silicose. 10 de leurs camarades sont déjà morts. Ils se battent en vain depuis plusieurs années contre leur ancien employeur, l'usine Heureuse Pierre Précieuse. L'usine faisait de bonnes affaires. Le patron, en 2 ans, a pu se payer une Mercedes. Mais nous, à ce moment-là, on travaillait dans un atelier à peine plus grand que cette petite pièce. On arrivait propre le matin, et à la pause de midi, on était déjà couvert de poussière, des pieds à la tête. C'était comme une brume blanche. Il y avait autant de particules en suspension dans l'air que lorsque l'on bat le riz que l'on vient de récolter. On a réclamé des masques au patron, mais il n'en donnait pas. Il fallait les acheter 50 centimes pièce. Et il disait « Qu'est-ce que vous avez besoin de masques? Vous voulez être propre, c'est nouveau. Vous venez tous des campagnes, alors qu'est-ce que ça peut bien faire si vous avalez un peu de poussière ?» C'est comme ça qu'il nous parlait. Un jour, le patron s'est rendu compte qu'il y avait cette maladie à l'usine. Alors il nous a tous fait examiner à l'hôpital. Mais il ne nous a pas montré les résultats des examens. Tous ceux qui avaient cette maladie, ils se sont arrangés pour les chasser, les virer de l'usine. C'est seulement quand on est rentré au village qu'on s'est aperçu qu'on avait attrapé la silicose. Alors on est revenu, mais là, plus d'usine. Elle avait changé de nom et elle avait déménagé. C'était une nouvelle usine, dans une autre ville. Alors on ne pouvait rien prouver pour faire valoir nos droits. On a dû revenir ici, à Huizhou, pour prouver que c'était la même entreprise, et obtenir ensuite le certificat de maladie professionnelle. Ça a pris beaucoup de temps, 3 ou 4 ans. Entre les patrons, les administrations et les tribunaux, ils sont tous liés. Alors nous, là-dedans, on s'est fait balader, sans arrêt. On croyait arriver presque au but, mais ils trouvaient toujours une bonne raison pour se dérober. Ça gaspille un temps précieux, parce que notre maladie, elle évolue. Alors il est possible qu'on soit tous déjà morts, et que l'affaire ne soit pas encore réglée. Ça ne m'étonnerait pas. C'est pour ça qu'ils nous baladent. Les lois de notre pays sont bien faites, mais quand ça arrive dans les tribunaux locaux, les bureaux de travail de la ville, ça ne marche plus. On ne sait pas s'ils protègent les droits des citoyens ou les patrons d'entreprise. Seuls, avec leurs poumons en vrac et la mort qui les guette, sans pouvoir demander des comptes. Évanouie leur usine. Il y a encore 4 grosses fabriques de bijoux à Huizhou comme celle-ci. Elles aussi ont produit des malades à la chaîne, mais leurs patrons ont dû lâcher quelques indemnités et faire un peu plus attention aux droits du travail. Comme elles ont peur de devoir payer des grosses sommes aux malades, les usines ont préféré investir pour améliorer les conditions de travail. Mais elles ont surtout changé de stratégie. Terminé les hangars bourrés de polisseurs ou de tailleurs de pierre. Derrière ces murs, on se contente désormais d'assembler les bijoux. Le sale boulot est sous-traité à l'extérieur. La plupart des ouvriers travaillent maintenant dans des petits ateliers familiaux. Ils sont très nombreux dans le coin. Et ces ateliers ne peuvent pas améliorer leurs conditions de travail. Leur prix de revient serait trop élevé, ils ne gagneraient pas assez d'argent. Ici, toutes les familles travaillent la pierre. Pendant que les acheteurs étrangers visitent des usines présentables, c'est ici que l'on produit vraiment. Loin des yeux, dans des faubourgs improbables. Pas d'inspecteurs, pas d'étrangers, pas de contrôle. Juste une lutte féroce pour survivre qui fait qu'il faut tout accepter. Le matériel hors d'âge, l'absence complète de sécurité, les conditions sanitaires déplorables. Merveille du socialisme de marché, ces petits indépendants sont libres de crever de silicose ou de perdre 3 doigts.
Nous, on taille et on polit les pierres pour faire des perles. Des noires et des vertes principalement. On est très nombreux, il y a plusieurs milliers de familles ici. Ensuite, on revend tout sur un marché local qui approvisionne les usines de bijoux. Quand ce jeune couple est arrivé à Huizhou il y a 2 ans, les usines avaient déjà bien compris la manœuvre, plus d'embauche. Alors ils ont fait comme tout le monde, ils ont loué une des dernières maisons disponibles du faubourg pour monter leur propre atelier. On gagne à peu près la même chose qu'à l'usine, mais la différence, c'est qu'on est un peu plus libre. Fierté d'entrepreneur, même tout petit. Fierté peut-être aussi de participer au miracle chinois. Mais eux, ils n'ont jamais entendu parler des risques de silicose. Si elle les rattrape, ils ne pourront se retourner que contre eux-mêmes. C'est bien pratique pour les gros exportateurs qui ne mettent jamais les pieds dans ce quartier pourri. Vous voyez, c'est elle, cette poussière. C'est elle qui s'est incrustée dans nos poumons. C'est elle qui a provoqué la silicose. C'est elle qui a volé notre vie. La sienne, celle de ses copains de l'usine Heureuse Pierres Précieuses, celle des 300 000 Chinois qui travaillent tous les ans à en mourir. Mais peu importe, à Huizhou, la production ne faiblit pas. Le monde entier pourra mettre de jolis colliers pas trop chers sous ses beaux sapins. Joyeux Noël.